Enchanté, ravi de pouvoir animer cette webconférence organisée par la PCC et merci d'ailleurs de nous permettre de nous exprimer sur ce sujet. J'ai la voix un petit peu enrouée, donc je m'excuse par avance si là, je perds un petit peu la voix. Et donc je m'appelle Guillaume, comme Clara l'a introduit. Je travaille chez Samy, et donc vous nous connaissez certainement. On est une entreprise de l'écosystème depuis maintenant 4 ans, bientôt 5. On est éditeur de logiciels, donc on développe un logiciel de comptabilité carbone et de plan de transition, donc à destination à la fois des consultants et des consultantes et des entreprises qui veulent s'outiller en interne pour voilà, s'autonomiser sur les sujets de décarbonation. On est une soixantaine de personnes, principalement en France. Voilà, on est également un cabinet de conseil, donc en plus de cette casquette éditeur de logiciels, on a un cabinet de conseil en interne avec environ une vingtaine de consultants. Et enfin, notre troisième métier, c'est la formation. On délivre un certain nombre de formations à la comptabilité carbone et aux stratégies de décarbonation en soutien avec notre logiciel voilà, depuis maintenant plus d'un an. Donc, ces trois métiers nous concernant Samy. Et effectivement, on a proposé cette intervention sur SBT, qui est un sujet qui nous concerne et sur lequel on a un petit peu réfléchi et qui vous intéresse tous, j'imagine. Voilà. Et donc, l'idée, avant de rentrer dans le détail et de parler d'alternatives, notamment, moi, j'évoquerai une alternative sur laquelle j'ai un petit peu planché dernièrement, qui est celle du conséquentialisme. Voilà, un terme qui peut faire un petit peu peur au premier abord et dont on parlera plutôt dans un second temps. Mais avant d'en venir à ça et d'évoquer les fameuses alternatives qui font l'objet de cette webconférence, on voulait prendre un tout petit peu de hauteur de vue et rappeler dans quoi s'inscrit la dynamique SBT et quels sont, à mon sens et à notre sens, les critères qui permettent de définir des objectifs pertinents SBT par entreprise. Donc en fait, sur cette slide, on voulait déjà rappeler le problème de base, qui est donc celui de l'atténuation au changement climatique, et qui est donc, si on le résume, il y a une métrique au niveau global qui est celle de la baisse des émissions mondiales. On peut résumer à ça à environ 5% par an si on veut viser des objectifs aussi ambitieux que possible. Donc 1,5 degré, on sait que celle est quasiment plus atteignable, mais disons 2 degrés. Donc on a un objectif qui se résume à une métrique, celle des émissions mondiales à baisser d'environ 5% par an. Et donc, toute la question de base de SBT, c'est de savoir comment décliner cet objectif macro à un niveau micro. Donc, autrement dit, comment on passe de cette cible que vous voyez sur la droite, qui est le disque des émissions mondiales de 5%, qui doit baisser de 5% par an, à des objectifs micro, qu'on pourrait rattacher aux petites bulles qui sont l'ensemble des entreprises et des organisations qui constituent les économies mondiales. On pourrait même imaginer d'ailleurs avoir des objectifs par entité, par citoyen, voilà. Mais disons que là, on va se centrer sur les entreprises. Et vous voyez qu'en fait, bah, l'écosystème mondial est constitué d'entreprises plus ou moins grosses en termes de taille, plus ou moins émissives. Et donc, c'est pas évident de répondre à la question de base de savoir comment passer de cet objectif macro de moins 5% par an à des objectifs déclinés au niveau des entreprises. On pourrait imaginer effectivement appliquer assez bêtement cet objectif de moins 5% par an à l'ensemble des entreprises, mais finalement, ce serait comme dire que au niveau global, on doit perdre en poids de 5% par an et chaque personne, qu'elle soit voilà, en surpoids ou jeune, vieille, etc., devrait baisser de 5% par an. On comprend assez rapidement que c'est quelque chose qui serait assez inefficace, en plus d'être injuste. Mais disons que voilà un peu le cadre global, et c'est d'ailleurs voilà, ça a été le point de départ de mes réflexions, et je pense aussi de beaucoup d'entre vous, de se demander comment on passe de l'un à l'autre, sachant que à nouveau, d'un point de vue mathématique, le problème se résume à un indicateur. Il y a aussi l'indicateur de la contribution carbone, enfin, ou plutôt de la séquestration des émissions. On sait que les puits doivent augmenter. Mais voilà, le point de départ, c'est un indicateur. Et donc, une première manière d'y répondre, c'est, vous savez, il y a une manière de l'exprimer qui est assez commune, qui est de dire chacun doit faire sa part. Donc ça, c'est une vision très attributionnelle. On pourrait relier ça en termes de philosophie morale à une approche déontologique. Donc là, à ce stade, il n'y a pas de jugement de valeur, mais disons qu'on présente un peu les différents cadres possibles. Et donc de dire chacun doit faire sa part. Donc l'ensemble des constituants de l'économie, à nouveau, qu'ils soient petits, gros, nouveaux, jeunes, émissifs ou moins émissifs, tout le monde doit contribuer, réduire ses émissions. Et une première approche, c'est de dire de 5% par an. Mais voilà, ça pourrait être une approche aussi, on va le voir, avec SBT, quelque peu différenciée, mais qui se rapproche de ça. Donc ça, c'est une approche voilà, dite morale déontologique ou de principe. Donc il y a un principe global, voilà, c'est le principe de la morale kantienne, hein, de dire chacun doit contribuer à la décarbonation, chacun doit faire sa part. Mais une alternative, et d'ailleurs ce qui va faire l'objet de quelques slides par la suite,
c'est de dire que bah, c'est pas la seule morale. Et donc, c'est en ça que le lien avec la philosophie morale est intéressant, parce que qui dit autre philosophie morale possible, bah, autre approche possible et autre manière de déterminer des objectifs par entité. Et une autre approche, ce serait plutôt de prendre le contre-pied et de dire que ce qui doit baisser, c'est non pas les émissions attribuées aux entreprises, dans le cadre d'une approche purement déontologique, mais de dire que c'est plutôt l'impact sur le climat des entreprises qui doit varier. Et vous voyez, quand on introduit ce terme d'impact, qui est parfois d'ailleurs utilisé de manière impropre pour parler de la comptabilité carbone attributionnelle, qui n'est pas une comptabilité variationnelle ou conséquentialiste, là, quand on parle d'impact, on dit bien que ce qui doit baisser, enfin ce qui compte plutôt, c'est le différentiel des émissions avec et sans l'entreprise. Autrement dit, ce qui doit baisser, et on le verra après, c'est le fait que d'un point de vue systémique, euh, l'ajout de l'activité d'entreprise contribue à la baisse des émissions au niveau mondial. Là où dans l'approche initiale, donc vous l'avez compris, qui est l'approche classique utilisée actuellement notamment par SBT, on regarde les émissions attribuées et donc on n'est pas dans une logique avec ou sans. On est purement dans une logique avec l'entreprise. On ne s'interroge pas sur les éventuels bienfaits de cette entreprise, et on va le voir juste après, hein, notamment en termes de vente de produits ou services moins carbonés que ceux de ses concurrents. Euh, voilà. Et donc, c'est vraiment deux paradigmes différents. Et on va le voir, SBT et la plupart des cadres actuels reposent très largement sur le paradigme initial, qui est donc un cadre attributionnel, où on compte les émissions attribuées. Donc, ce qu'on entend par émissions attribuées, c'est les émissions classiques scope 1 à 3, euh, et on doit les réduire ensuite. Mais c'est une vision vraiment centrée sur l'entreprise, sur sa chaîne de valeur, et dans laquelle on ne s'interroge pas sur l'impact qu'a cette entreprise sur la société. Que ce soit un impact à la hausse en termes d'émissions, si cette entreprise vend des produits et services plus carbonés que la moyenne du marché, ou à la baisse, inversement. Et voilà un peu le paradigme de débat, et je trouve que c'est intéressant de le rappeler, parce qu'on le verra en termes de méthodologie, bah, parfois on a tendance à oublier que finalement le problème de départ est très simple. En un sens à nouveau purement mathématique, c'est une métrique qui doit baisser de 5% par an. Toute la question étant comment on la décline. Et justement, la manière de la décliner est à notre sens, et à mon sens en particulier, de définir ce qu'on pourrait appeler un bon objectif basé sur la science. Je vois trois axiomes principaux à vérifier et sur lesquels je pense on peut être nombreux à s'accorder. Donc trois critères, un premier de cohérence, d'efficacité carbone et de justice. Le premier critère pardon, de cohérence, il est assez, je pense, là aussi, enfin, c'est vraiment un critère de base. C'est en lien avec ce qu'on vient de dire précédemment. On a un objectif macro qu'on doit décliner en objectif micro. Donc, à minima, il faut, pour que la cohérence soit vérifiée, il faut que la somme des objectifs micro par entreprise, une fois agrégée, permette de retomber sur l'objectif macro. Donc, autrement dit, quand on agrège les objectifs de chacune des entités qui constituent l'économie, on retombe bien sur moins 5% par an. Sinon, bah, ça veut dire simplement qu'on ne respectera pas les budgets carbone. Alors après, par chance, peut-être qu'on sera encore plus ambitieux et que donc on aura plus de budget carbone résiduel. Mais voilà, si l'amalgame fait qu'on est en dessous, bah, voilà, on peut ne pas les atteindre. Mais donc, critère de cohérence, la somme des objectifs individuels doit permettre d'atteindre, de vérifier l'objectif global. Et ça, vous le verrez que malheureusement, ce critère de cohérence, qui paraît être assez évident, il est assez peu respecté. Et ensuite, il y a deux autres critères. Donc, un critère d'efficacité carbone, voilà, c'est comme ça que je le mentionne, qui pourrait être formulé de cette manière. Est-ce que les objectifs de décarbonation sont efficaces au sens où les entreprises qui vendent des produits et services moins carbonés, et d'ailleurs, j'insiste sur le caractère moins carboné et pas seulement bas carbone, parce qu'en fait, vu qu'on cherche à baisser de 5% par an, ce qui compte, c'est pas seulement que on pousse des produits qui soient déjà bas carbone, mais que, à minima, dans la phase de transition, il y a une substitution de produits et services carbonés par d'autres qui le sont moins. Voilà. Et donc, dans quelle mesure les objectifs qu'on va décliner par entreprise vérifient ce principe? Autrement dit, si je, voilà, tout à l'heure, il y aura donc une intervention d'EDF, mais voilà, est-ce que effectivement les objectifs qu'on peut donner à EDF sont plus laxistes en termes de réduction des émissions que ceux qu'on va donner à un électricien allemand qui part avec des émissions beaucoup plus élevées. Voilà, c'est en lien avec ce qu'on disait juste avant, hein, de dire que les entreprises qui partent d'un point de départ moins carboné, parce qu'elles ont fait des efforts, qu'elles ont développé un business model qui est de fait moins carboné, et ben, voilà, le critère d'efficacité carbone stipule que ces entreprises devraient moins baisser en valeur absolue.
Et ça, donc, c'est un critère d'efficacité carbone qui d'ailleurs se rapproche du critère de justice, mais c'est aussi un objectif, ça répond à un objectif de limitation du coût de la transition bas carbone, parce qu'on le comprend bien, voilà, plus on va pénaliser en termes d'objectifs de réduction de valeur absolue les entreprises qui sont mieux-disantes d'un point de vue carbone, bah, plus le coût de la transition sera élevé. Parce que, et là, bon, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, j'ai rédigé un article à ce sujet, pardon, mais plus on pénalise la substitution, et plus ça veut dire qu'on devra recourir à l'autre levier qui est celui de la sobriété, qui est un levier tout à fait pertinent, hein, là n'est pas le sujet, mais en fait, il y a un effet de vase communicant. Et pour limiter le coût de la transition, ça a quand même du sens de permettre la substitution de produits et services carbonés par d'autres qui le sont moins. À nouveau, voilà, pas de jugement sur le fait qu'on devrait effectivement faire preuve de sobriété, voire même de décroissance, mais disons que, voilà, a priori, ça a un intérêt de faire en sorte que on limite cette sobriété forcée en tout cas. Et enfin, le dernier critère sur lequel je pense là aussi on peut se mettre d'accord, c'est celui de la justice. Alors là aussi, il y a plusieurs types de justice. Voilà, réparatrice, distributive. Voilà, si on est dans un sens de justice distributive, donc ça veut dire que on demande en termes d'objectifs de réduction que les entreprises qui ont le plus émis dans le passé contribuent le plus à la décarbonation. Et de la même manière, celles qui ont le plus de capacité de réduction aussi soient celles qui aient des objectifs les plus pertinents. Voilà. Donc, à mon sens, c'est un peu ce cadre qui permet de savoir et de répondre à la question de départ. Donc, bah, comment on passe d'un objectif global de baisse de 5% par an à des objectifs microéconomiques par entreprise. Et donc, vous le savez, SBT s'est introduit depuis pas loin de 10 ans maintenant, depuis la COP21 globalement, et s'inscrit très largement dans un cadre dit déontologique. Donc, SBT repose plutôt sur la première approche proposée ici, qui est de dire que les entreprises doivent réduire les émissions qui leur sont attribuées. Donc les émissions scope 1, 3, on l'a dit, c'est une vision qui n'est pas systémique. Voilà, donc on regarde uniquement les émissions attribuées aux entreprises et différents types d'objectifs peuvent être apposés sur ces émissions attribuées. Vous voyez, je l'ai mentionné ici, hein, comme je le disais en introduction, on ne va pas rentrer dans le détail de ces objectifs, mais à noter que tous reposent sur ce paradigme d'une logique attributionnelle, que ce soit réduction en absolu, donc là, voilà, c'est la méthode ACA, qui dit que les entreprises doivent réduire leurs émissions en absolu, émissions attribuées, une méthode en intensité économique, GEVA, une méthode un peu plus fine et qui a moins de défauts, on en parlera peut-être un petit peu après, qui est une méthode en intensité sectorielle, et différentes autres objectifs, engagement fournisseur aux clients. Voilà, Mais disons que la logique reste de regarder les émissions attribuées aux entreprises et de dire c'est ça qui doit baisser en valeur absolue et en intensité, mais on ne raisonne que sur les émissions de l'entreprise. D'autres alternatives attributionnelles existent à SBT, donc c'est l'occasion d'en mentionner déjà certaines. Vous savez, donc au niveau français, par exemple, il y a la stratégie nationale bas carbone avec ses différentes déclinaisons et mises à jour au gré du temps. Globalement, la logique est la même. Il y a une approche sectorielle, donc ça se rapproche de SDA, mais c'est de dire les entreprises ont des émissions attribuées qu'elles doivent réduire. Euh, voilà, ça semble être plein de bon sens, ça l'est pour partie, mais on va voir que ça a quand même quelques défauts qu'on a déjà un petit peu mis en avant. Il y a d'autres approches, là aussi, donc j'ai mis un lien, vous les connaissez peut-être. Il y a une étude notamment qui a été publiée il y a quelques temps, assez récente, qui listait, il y a 7 autres méthodes de fixation d'objectifs, toujours dans un cadre attributionnel. On peut mentionner la méthode CSO, CFACT. Globalement, c'est des méthodes qui vont être assez proches, mais qui peuvent varier sur voilà, le pourcentage de réduction et la combinaison de différents types d'objectifs. Mais on reste toujours dans une logique attributionnelle où voilà, les entreprises doivent réduire leurs propres émissions. Avant d'évoquer les limites, bah, déjà, il y a plusieurs avantages, hein. Notamment, on peut évoquer le fait que c'est devenu une référence internationale et nationale en France, hein. Donc, quand on parle d'objectifs de réduction, immédiatement, tout le monde a en tête SBT. Donc, et voilà, c'est un référentiel qui s'est très largement diffusé. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont engagées et c'est quand même de fait un référentiel qui est devenu assez exigeant. Voilà, en témoigne le retrait de certaines entreprises qui n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs dernièrement et qui donc se sont retirées de SBT. Voilà. Donc ça montre qu'il y a quand même un certain niveau d'exigence qui est intéressant d'un point de vue de la lutte contre le changement climatique. Ça permet une flexibilité, donc voilà, c'est une logique assez volontariste, donc ça introduit la flexibilité en termes de combinaison d'objectifs par scope, par catégorie, etc. Là, on considère que vous êtes tous plutôt sachants sur le sujet, donc on ne va pas rentrer dans le débat. Et ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que c'est finalement assez simple, hein. Globalement, SBT, malgré le fait qu'ils aient des référentiels
des guides assez complets et qui peuvent paraître un peu abscons au premier abord, mais ça répond au problème de manière très simple. Globalement, ça dit pas grand-chose de différent que le fait que tout le monde doit baisser de X% par an, et du même pourcentage globalement. Donc, vous voyez, on est dans une résolution du problème assez simple, voire même simpliste. AK, la méthode absolue, c'est de dire tout le monde devrait dire de 4,2% par an en réduction linéaire, voilà, indépendamment du type d'entreprise. Donc, à nouveau, on peut déjà mettre le doigt un petit peu sur les limites qui y sont associées. Pareil pour GEVAX, sur une entité économique, on parle d'objectif de contraction. Donc, qui dit contraction, justement, dit indépendance du point de départ et du niveau d'émissibilité des entreprises. Donc, il y a un caractère très simple, ce qui est à la fois une source d'avantage, donc ça permet d'aller assez vite dans la fixation d'objectifs, mais on va le voir, ça fait perdre beaucoup quand même en efficacité et en pertinence. Et à ce stade, donc là, on va rentrer plus dans le détail de l'alternative conséquentialiste qu'on propose, que je mets en avant. Mais on pourrait se dire, voilà, SBT est très largement diffusé, c'est devenu la référence. Est-ce que ça a vraiment un sens de chercher, de réfléchir à une alternative, de proposer autre chose? Est-ce que voilà, le mieux n'est pas l'ennemi du bien à un moment où on doit accélérer la lutte contre le changement climatique? Moi, mon point de vue là-dessus, c'est qu'au contraire, SBT fait face à des problèmes assez rédhibitoires, et y compris les alternatives, ou plutôt, on va le voir juste après, mais les compléments qu'on propose traditionnellement, notamment les émissions évitées, dont on reparle, dont je vais dire quelques mots juste après. Pour moi, voilà, certes, ça a le mérite d'exister et ça a un certain nombre d'avantages, mais je considère, une voie sans issue. Et donc, en effet, il y a un enjeu crucial pour notre profession et puis même pour la crédibilité des objectifs de décarbonation, pardon, par entreprise, à proposer une alternative qui soit plus robuste. Le principal désavantage, on l'a dit, en faisant le parallèle avec le point de départ, c'est qu'on se rapproche d'une résolution, entre guillemets, hein, assez bête et méchante du problème, qui est globalement de dire on doit baisser de 5% par an au niveau global, et ben tout le monde baisse de 5% par an. Et je refais le parallèle avec ce qu'on disait en introduction, hein, c'est que voilà, on doit faire un régime de 5% par an. Tout le monde, je pense, serait d'accord pour dire que ce ne serait pas pertinent de dire que tout le monde doit perdre 5% en masse par an, qu'on soit maigre, en surpoids, jeune ou âgé. Voilà, il faut quelque chose quand même de beaucoup plus fin, notamment si on veut respecter les critères de départ. Et en particulier, les axiomes qu'on a mentionnés donc, au départ, le critère de cohérence, d'efficacité et de justice, ben, en fait, ils ne sont pas respectés par SBT. Si le critère alors là, on n'aura pas trop le temps de rentrer dans le détail, mais pour que le critère de cohérence soit vérifié par SBT, mais il faudrait qu'il y ait uniquement les objectifs de type AK. Voilà. Si on dit que tout le monde est à moins 5% par an, ben là, en effet, on respecte. Mais de fait, SBT introduit des objectifs en absolu, en intensité, ce qui ne permet pas de garantir le respect des budgets carbone globaux. Donc, dès lors qu'on introduit cette mixité d'objectifs, on ne peut pas garantir ce respect des budgets. Simplement, et j'en parlerai juste après, j'ai introduit cette notion de triangle d'impossibilité. Mais en fait, quand on introduit un objectif en intensité, bah, voilà, on n'a pas de. C'est un objectif en intensité, donc c'est indépendant du volume de l'activité vendue. Et donc, il y a un risque en absolu, on ne soit pas à moins 5% par an. Et donc, l'introduction, ne serait-ce que d'une entité qui aurait un objectif en intensité, fait que le critère de cohérence n'est pas respecté. On en dira un mot dans un instant. Même si l'objectif en intensité a un sens, hein, mais de fait, à nouveau, gardons en tête que le problème de départ, c'était moins 5% en absolu. Euh, donc voilà, on introduit un objectif en intensité, bah déjà, on diverge par rapport à l'objectif de départ. Autre désavantage, là aussi, qui est quand même maintenant de plus en plus connu par chacun d'entre nous de SBT, c'est que les entreprises qui vendent des produits et services moins carbonés sont pénalisées. Donc là, ça fait lien avec le deuxième critère d'efficacité, il n'est pas respecté par SBT. Et EDF, voilà, et Rémi, on pourra en témoigner dans un instant, euh, mais de fait, les objectifs ne permettent pas de valoriser la substitution d'actifs moins carbonés euh, à des produits et services plus carbonés. Donc ce critère n'est pas non plus vérifié. Et enfin, là, un point un peu plus technique, mais dont on n'aura pas le temps de rentrer trop dans les détails, mais des objectifs à nouveau centrés sur les émissions attribuées, bah, malheureusement, étant donné les règles de la comptabilité carbone, ça induit de mauvaises incitations. Là aussi, je pense que c'est des choses que vous avez déjà en tête, mais c'est important de le rappeler. Comme les émissions d'une entreprise sur son scope 3 aval, le post-utilisation des produits vendus, sont proportionnelles à la durée de vie des produits, bah, de fait, se fixer un objectif en absolu sur ce poste, c'est inciter à la réduction de la durée de vie des produits vendus. Et donc, dit autrement, et ça, voilà, ça peut choquer, mais c'est inciter à l'obsolescence programmée.
Donc là, vous voyez, alors même qu'on sait que l'augmentation de la durée de vie des produits, c'est quelque chose qui est bah, l'un des paramètres clés dans la sobriété et dans l'atteinte de nos objectifs de décarbonation. Mais le fait qu'on raisonne en termes d'émissions attribuées, bah, vous voyez, ça induit des problèmes. Là où vous le verrez, si on avait un angle plus conséquentialiste, donc à s'interroger sur la variation avec ou sans entreprise, bah, on n'aurait plus ces mauvaises incitations. Mais de la même manière, ça incite, notamment l'approche location-based, à se déconnecter des réseaux électriques. Voilà, l'autoconsommation est pertinente, mais ça ne devrait pas être le seul levier valorisable sur le scope 2, au-delà aussi de la réduction des consommations, hein. Mais de fait, ça incite à la déconnexion des réseaux électriques. Et là aussi, on ne rentrera pas dans le détail, mais les règles pénalisent les intrants recyclés et réutilisés. Donc, vous voyez, ne serait-ce que cette liste, bah, déjà, ça met le doigt sur des problèmes que, personnellement, je considère comme assez embêtants. J'ai mentionné tout à l'heure le trilemme, pardon, le triangle d'impossibilité pour évoquer le fait que dès lors qu'on introduit des objectifs en intensité, en plus d'objectifs en absolu, on ne peut pas respecter les budgets carbone. Autrement dit, on ne vérifie pas plus le critère de cohérence. Voilà, j'avais rédigé un article là-dessus, donc là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ce trilemme est le suivant. Si on veut respecter le critère d'efficacité économique ou carbone, si on veut respecter le critère de cohérence à gauche, là, donc le respect des budgets carbone globaux, et par ailleurs, si on considère que le futur n'est pas prédictible, et ben alors, ce que dit ce trilemme, comme son nom l'indique, c'est qu'on ne peut pas avoir les trois en même temps. Et comme le futur n'est pas prédictible, voilà, ça c'est non négociable, en fait, on n'a ni l'un ni l'autre. La raison, là aussi, on ne va pas avoir le temps de rentrer dans le détail, mais c'est que en fait, les objectifs en intensité, ils reposent sur des modèles sectoriels, mais qui se projettent dans le futur et qui voilà, modélisent les évolutions des émissions par secteur. Et on en déduit un optimum voilà, technico-économique et des trajectoires d'intensité de réduction. Mais ça, pour que les budgets carbone globaux soient respectés, justement, c'est issu d'une projection de ces budgets carbone. Mais voilà, c'est une projection théorique et la réalité future sera forcément différente de ces projections. Et donc, en fait, on est certain, avec des objectifs en intensité, certain parce qu'il n'y a aucune raison a priori que la réalité future soit celle qui a été projetée initialement dans les modèles qui ont permis la construction des objectifs en intensité. Et donc, en fait, on est sûr qu'il va y avoir une divergence et que les budgets carbone globaux ne seront pas respectés. Alors après, elle peut être légère, hein, on peut s'accommoder de ça, mais voilà, autrement dit, si je prends un exemple juste pour finir là-dessus, voilà, sur l'acier, donc on suppose une évolution des émissions du secteur de l'acierie, des quantités. Disons, voilà, si les quantités sont stables, mais si en réalité ces quantités augmentent, bah, dans ce cas-là, ça veut dire que la trajectoire d'intensité n'est plus valable. Elle aurait dû être encore plus ambitieuse. Donc on peut imaginer mettre à jour les intensités et les objectifs de réduction tous les ans, mais auquel cas, en fait, ça veut dire qu'on n'a plus une trajectoire d'intensité. C'est quelque chose qui est complètement ajustable. Bref, je ne rentrerai pas plus dans le détail à ce stade, mais pour dire que, voilà, de fait, quand on introduit objectif en absolu et en intensité, on ne peut plus respecter les critères de cohérence. Avant d'en venir, de détailler un petit peu plus, enfin, de rentrer dans le détail de la vision, de l'approche conséquentialiste, juste un mot sur les réponses qui sont généralement apportées à ça, parce que là, les limites que j'évoque, elles sont, je ne prétends pas les avoir découvertes, elles sont connues assez largement par beaucoup d'entre nous. Mais là où je suis, ce sur quoi je vais mettre le doigt ici, c'est sur le fait que les réponses qui sont apportées, et là de manière assez classique, à mon sens, sont insatisfaisantes. Donc on l'a dit, voilà, les objectifs en intensité, ça ne permet pas de respecter le critère de cohérence. Une autre alternative qui va souvent être mise en avant, c'est le fait de compter ses émissions évitées. Pareil, là, j'aurais pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais à mon sens, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Déjà parce que, souvenez-vous, c'est pour ça que j'ai insisté au départ, le problème, c'est une métrique qui doit baisser de 5% par an. Et donc, si on dit on va compter les émissions évitées, bah, en fait, on introduit une deuxième métrique. Mais qu'est-ce qui nous fait dire que cette métrique a un sens alors qu'au départ, c'était baisser de 5% par an en absolu? En fait, la raison, et là pareil, je ne rentrerai pas trop en détail, mais c'est que c'est assez bancal. C'est que c'est une rustine qu'on veut poser à un édifice au départ qui est mal construit. On se rend compte qu'il y a un problème, notamment bah, le fait que les entreprises qui sont globalement bas carbone ne peuvent pas se fixer d'objectifs pertinents. Bah, alors on dit, on va compter une autre métrique, des émissions évitées. Mais en fait, voilà, on a une autre métrique, mais qu'est-ce qu'on en fait? L'objectif, c'est de baisser de 5% par an. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une entreprise qui a des émissions évitées? Est-ce que c'est bien, pas bien? Je vais donner un exemple dans un instant qui, à mon sens, vous éclairera et permettra de mieux comprendre ça.
Une autre alternative, là aussi souvent mise en avant, et d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés aux réflexions de SBT sur l'évolution de leur scope 3, pardon, des objectifs du scope 3, vous savez, il y a une réflexion en cours sur une refonte à venir. Bah, en fait, il se rapproche de l'introduction d'une taxonomie. Et là aussi, c'est un peu comme les émissions évitées. C'est une rustine qu'on pose à un problème de départ qu'on a pris par le mauvais bout. Et la taxonomie, là aussi, a plusieurs problèmes. On n'aura pas le temps de les détailler, mais notamment, ça ne permet pas de respecter le critère de cohérence. En gros, ça revient à dire il y a des objets qui sont verts, mais donc, qu'est-ce que les entreprises qui vendent ces objets peuvent faire? Comment on définit des objets qui sont verts? C'est forcément arbitraire. Par ailleurs, le problème n'est pas binaire. Il n'y a pas des objets verts et le reste, mais il y a voilà, toute une continuité de produits plus ou moins carbonés. Donc, voilà, à nouveau, la taxonomie, c'est euh, une nouvelle méthode, une sorte de rustine qu'on pose au-dessus d'un édifice qui malheureusement est instable au sens où il ne permet pas de répondre au problème de départ et au respect des trois critères fondamentaux qu'on a évoqués. Donc, la fameuse alternative conséquentialiste qui me semble être beaucoup plus fertile, c'est la suivante. Donc, c'est de dire, on va penser cette fois-ci, non pas en termes d'émissions attribuées aux entreprises, mais en termes d'impact. Alors, vous allez voir, hein, c'est assez proche. Hein. Il ne s'agit pas de chambouler complètement nos paradigmes, mais de fait, c'est un mode de pensée qui est quand même différent. On va raisonner de manière systémique. On ne va pas juste regarder les émissions attribuées aux entreprises, mais on va se demander, au sein de leur écosystème, de la société, dans quelle mesure l'activité de l'entreprise induit, donc à niveau induction au sens de la variation des émissions, plus ou moins d'émissions par rapport à ce qui se serait fait en son absence. Donc vous voyez, le cadre standard, c'est ce que j'ai évoqué à l'instant, hein, donc c'est le pilier attributionnel, où globalement, on demande aux entreprises de réduire leurs émissions attribuées. D'ailleurs, pour certaines, on va dire, on va tolérer une hausse. C'est ce que certains disent, typiquement les entreprises bas carbone. Mais déjà là, enfin, lesquelles et pourquoi? J'ai déjà lu dire que une entreprise qui vend des vélos, on peut s'accommoder d'une hausse de ses émissions. Très bien, mais en quoi ça s'inscrit dans un cadre cohérent, global cohérent? Bah, on ne sait pas trop. Et donc, ce qui est souvent proposé, c'est de rajouter un pilier, donc le pilier des émissions évitées, et de dire, bah là, on veut que les entreprises comptent leurs émissions évitées, et par ailleurs qu'elles les augmentent. Donc, dans un cas, on veut qu'elles baissent leurs émissions induites et qu'elles augmentent leurs émissions évitées. Une autre limite que je n'ai pas évoquée, mais pareil, j'en parle un peu plus à d'autres endroits, c'est qu'en fait, déjà, il y a une grosse incohérence entre les deux. Vouloir baisser ses émissions induites et augmenter ses émissions évitées, simultanément, bah, c'est globalement contradictoire. Dans un cas, c'est proportionnel à réduire son activité, baisser ses émissions induites, et augmenter ses émissions évitées, c'est globalement augmenter son nombre de produits vendus en absolu. Là, c'est une autre incohérence. Et vous voyez, en fait, le pilier B, les émissions évitées, c'est quelque chose de conséquentialiste. C'est voilà, une approche différentielle entre ce qui se passe avec ou sans l'entreprise. Mais tout le problème, c'est qu'on combine deux approches, deux métriques, et qui en fait ne peuvent pas être combinées intrinsèquement. Et donc, on a quelque chose qui est incohérent. On obtient deux métriques, mais on n'arrive pas à répondre au problème de départ de savoir est-ce que l'entreprise est ou non alignée avec l'accord de Paris, est-ce qu'elle s'inscrit dans un cadre à moins 5% par an. Mais en fait, c'est quelque chose que d'ailleurs sentent bien les personnes qui poussent les émissions limitées, c'est de dire, ah ben en fait, oui, il y a bien un problème de départ. Au départ, réduire les émissions attribuées, on voit bien que c'est pas pertinent pour tout le monde, mais plutôt que de changer l'approche, non, on va le voir dans un instant, ben, on s'est dit, on va rajouter une métrique. Mais en fait, voilà, ça induit euh, une instabilité dans l'édifice méthodologique. L'alternative, qu'on va détailler dans un instant, c'est de bien rester sur une seule métrique, comme le problème de départ le supposait, mais de dire que ce qui doit baisser, c'est non pas les émissions attribuées, mais c'est les émissions de la situation précédente, qu'on va définir dans un instant, donc celles en année N-1, qui ne sont pas exactement les émissions attribuées par l'entreprise, à l'entreprise, c'est les émissions attribuées plus celles liées aux substituts éventuels plus carbonés enfin plus carbonés ou moins carbonés que l'entreprise a remplacés. Alors, c'est assez théorique et peut-être obscur quand c'est dit comme ça. Je pense que vous allez voir, j'ai fait un exemple juste après qui, j'espère, vous éclairera sur le sujet. Mais vous voyez, l'idée, c'est bien de raisonner sur un seul pilier, une seule métrique. On l'a dit au départ, hein, on veut baisser de 5% par an au niveau mondial. Comment on traduit ça en une seule métrique par entreprise, tout en respectant le critère de cohérence, d'efficacité et de justice? Alors, l'exemple qui, j'espère, vous parlera est assez simple et après, je mentionnerai une entreprise réelle et, voilà, et on parlera d'autres alternatives possibles. Admettons qu'on considère une entreprise, une économie, on va vraiment simplifier pour mettre le doigt sur les différences, de deux entreprises.
Il y a une entreprise, disons, carbonée qui vend des steaks et une entreprise moins carbonée qui vend des carottes. L'entreprise qui vend des carottes est 2 fois moins émissive en intensité économique que l'entreprise qui vend des steaks. Elles ont une intensité carbone stable, mais voilà, évolution dans le temps, en année 2, l'entreprise qui vend des produits moins carbonés a doublé ses ventes, et celle qui vendait des steaks les a réduites d'un tiers. Donc, vous voyez, il y a eu en gros une substitution. L'entreprise bas carbone a pris des parts de marché à l'entreprise carbonée. Et donc, vous voyez, là, j'ai fait les petits calculs. Au niveau global, donc de l'économie mondiale, donc de ces deux entreprises, on a une baisse de 14% des émissions. L'entreprise qui vend des carottes augmente ses émissions attribuées de 100%. Voilà, on a dit les intensités ne bougent pas. Et celle qui vend des steaks les baisse de 33%. Et là, là où je trouve ça intéressant, et bon, je ne vais pas vous poser la question à voix haute, mais ce serait de se demander, enfin, pardon, vous ne pourrez pas me répondre à voix haute, mais dans quelle mesure ces entreprises, les deux individuelles, ont bien agi. L'entreprise bas carbone qui a doublé ses ventes et celle moins carbonée qui a réduit de 33%. Est-ce qu'elles sont alignées avec les accords de Paris? Est-ce qu'elles ont atteint, respecté des objectifs de décarbonation qui permettent de satisfaire les trois critères et l'objectif de baisse de 5% par an? En fait, premier angle de réponse, c'est de regarder ce que dit SBT. Et alors, là, je mentionne NZI, mais disons tous les cadres qui proposent de compter les émissions évitées en plus. Bah, à mon sens, ce qui dirait, si on suit à la lettre un SBT, l'entreprise qui vend des carottes a augmenté de 100% ses émissions, son intensité n'a pas évolué. Donc, en fait, c'est un cancre hein, d'un point de vue SBT. Elle n'est pas alignée avec les accords de Paris, elle n'a pas respecté son objectif de décarbonation. En revanche, celle qui vend des steaks a baissé de 33% par an en absolu, donc elle les a respectés. Et vous voyez, alors même qu'au niveau global, on est à moins 14%, autrement dit, on est même mieux disant par rapport à l'objectif de baisse de 5% par an. Donc déjà là, bah, vous voyez, c'est très embêtant parce que bah, l'entreprise qui spécif- voilà, précisément permet la décarbonation au niveau global avec des produits moins carbonés, bah, c'est elle qui se retrouve pointée du doigt et dont on dit qu'elle ne permet pas d'atteindre des objectifs de décarbonation. Donc c'est quand même assez embêtant. Et donc, si on compte les émissions évitées, vu que c'est souvent ce qui est proposé, hein, de dire bah, oui, il y a un problème, mais comptons les émissions évitées, bah, là on peut les compter, hein, elles ont augmenté de 100%. Donc là, vous voyez, on retrouve la corrélation très claire entre émissions absolues, variation et émissions évitées. Mais comme je vous le disais, on a une deuxième métrique, émissions évitées, a augmenté de 100%. Qu'est-ce qu'on en conclut? En fait, on peut rien en conclure par rapport à l'objectif de départ. C'est tout ça le problème des émissions évitées. C'est une deuxième métrique. C'est comme si on disait, on a des pommes, les émissions, qui doivent baisser de 5% par an. Ça marche pas. Et donc, compter des poires, qui sont les émissions évitées. On comprend bien que c'est pas compatible. Ça permet pas de répondre au problème de départ. Donc, on peut compter les émissions évitées, on peut communiquer dessus, ce qui peut voilà, être intéressant, mais ça ne permet pas de conclure quoi que ce soit par rapport au problème de départ. On pourrait aussi, comme on l'a dit, hein, introduire une taxonomie verte et dire, OK, bon, c'est quand même embêtant, les carottes, on veut les valoriser, on va dire qu'elles sont vertes. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, c'est le fait de dire que l'entreprise qui vend des carottes est alignée avec l'accord de Paris, c'est pas le résultat de la comptabilité carbone, c'est purement arbitraire et c'est voilà, quelqu'un qui a dit de facto ces carottes sont vertes. Mais voilà, c'est un choix arbitraire qui peut se défendre, mais ça ne permet à nouveau pas de répondre de manière pertinente au problème de départ. Et donc, si vous, là, voilà, sur cette slide, vous allez, j'espère, mieux comprendre en quoi consisterait cette approche conséquentialiste. La comptabilité serait la même, mais par contre, là où ça diffère, c'est dans la comparaison avec l'année précédente. On l'a dit, l'approche attributionnelle, on va se comparer soi-même d'année en année. Dans l'approche conséquentialiste, on regarde son impact. Donc, on se compare à ce qui se serait passé en son absence l'année passée. Vous voyez, au niveau global, on est toujours à moins 14%. Mais là où ça va différer, vous voyez, j'ai colorié en bleu plus foncé, c'est le substitut. Ça, en bleu foncé, c'est précisément les émissions des steaks qui ont été substituées par les carottes qui se sont plus vendues en année 2. Et bien, toute la subtilité, c'est de dire que ce substitut, on va voir là, il y a plusieurs règles possibles, hein, mais par exemple, on peut l'attribuer, enfin, on va l'ajouter aux émissions de l'année passée de l'entreprise qui vendait des carottes. Et donc, ça devient sa situation précédente, au sens où, certes, en année 2, l'entreprise qui vend des carottes a augmenté ses émissions, mais cette augmentation s'est faite en substitution de produits plus carbonés, les steaks. Et vous voyez, dans ce cas-là, et donc ce substitut, bien sûr, on ne peut pas le compter 2 fois. Donc, dans ce cas-là, on l'a retiré de l'entreprise qui vend des steaks. Vous voyez, c'est pour ça, dans ce cas-là, ça devient stable pour elle. Mais si on adopte cette approche,
bah, les résultats sont complètement différents. L'entreprise qui vend des carottes, bah, dans ce cas-là, a une évolution de 33% des émissions à la baisse. Donc, ce n'est pas ses propres émissions attribuées, à nouveau, c'est les émissions de la situation précédente. L'entreprise qui vend des steaks est à 0%. Donc là, en l'occurrence, elle n'aurait pas vérifié son objectif de décarbonation. Et au global, on serait toujours à moins 14%. Donc là, vous voyez, suivant les deux approches, la conclusion est complètement différente. On valorise ou non l'entreprise qui permet la substitution. Et donc, là, on va pas trop rentrer dans le détail, mais ah, mince, je crois que j'avais une autre slide. Mais ce substitut, on pourrait imaginer une ventilation différente en fonction des modélisations. Là, vous voyez, et c'est aussi, je suis très partisan de cette approche qui, je pense, a beaucoup de vertus, mais elle induit beaucoup de complexité et donc de réflexion à avoir sur la manière de modéliser et de répartir ce substitut. Là, vous voyez le substitut donc bleu foncé des steaks qui ont été remplacés par des carottes en année 1. Bah là, on l'a attribué complètement à l'entreprise qui vend des carottes. On aurait pu imaginer en attribuer une partie à l'entreprise qui vend des steaks, et auquel cas, on aurait voilà, une interprétation qui serait différente et potentiellement les deux entreprises auraient validé leurs objectifs. Donc, en fait, si je reprends le point de départ, l'alternative conséquentialiste, c'est de dire ce qui doit baisser pour les entreprises, c'est bien, enfin, il faut que tous les ans, leurs émissions, les émissions de la situation précédente, baissent de 5% par an. Donc, vous voyez, on est resté dans l'approche, enfin, on a décliné l'approche globale de manière très directe. Donc, on a un problème baisser de 5% par an les émissions absolues. Bah là, on a dit, effectivement, toutes les entreprises doivent baisser de 5% par an, non pas leurs émissions attribuées, mais les émissions de la situation précédente. Et donc, cette situation précédente, c'est globalement les émissions attribuées à l'entreprise l'année passée, mais qui intègrent les éventuels produits ou services auxquels elle s'est substituée. D'ailleurs, qu'ils soient plus carbonés ou moins carbonés. Voilà. Donc, j'espère que cet exemple assez simple vous éclaire sur cette approche. Euh, Là, pareil, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on peut tout à fait la généraliser, cette approche, à une économie beaucoup plus large, qui a plus que deux entreprises, et notamment voilà, intégrer le fait qu'il n'y a pas nécessairement de la substitution. Vous voyez là dans cet exemple, là, les trois flèches, si on a une entreprise voilà, en bleu qui a un taux de croissance assez important, bah, il y a peut-être une partie qui s'est empilée, donc peut-être que l'entreprise a vendu des carottes en plus qui ne sont pas substituées au steak, hein, mais c'est juste la croissance de l'économie, auquel cas, bah, ça, on ne va pas l'intégrer dans la modélisation de la situation précédente. C'est effectivement un empilement et donc voilà, une augmentation nette des émissions. Et après, il peut y avoir de la substitution intrasectorielle, donc comme c'était le cas dans l'exemple, mais aussi intersectorielle. On peut voilà, avoir un secteur du textile qui baisse avec des substituts à l'intérieur, mais et globalement, c'est un autre secteur qui prend le pas, du numérique, etc. Peu importe. Et donc, il y a clairement un enjeu et une difficulté à modéliser au plus juste cette situation précédente, mais il n'empêche que si on fait ça, si on dit ça, bah, déjà, on a bien une cohérence globale de moins 5% par an, et par ailleurs, on répond aux critères d'efficacité et de justice. Là, vous voyez, l'entreprise qui vend des produits bas carbone, bah, elle n'est pas pénalisée, parce que justement, on lui attribue, dans cette situation précédente, les émissions qu'elle a substituées grâce à ces produits. Et pour finir, avant de donner la main à Rémi, parce que là, on donne un exemple très fictif, mais on pourrait voir cette alternative de manière très concrète, par exemple pour la SNCF. Alors pourquoi la SNCF, je pense, un bon exemple, parce que c'est là aussi précisément une entreprise dont on veut qu'elle croisse, a priori, dans le cadre de la décarbonation de nos économies. On veut qu'il y ait plus de transports ferroviaires, passagers ou fret que des alternatives routières ou aériennes. Mais le cadre classique, on va dire, à mon sens, ne permet pas d'y répondre. Alors, la conclusion sera la même que tout à l'heure, hein, mais là, ça permet de mettre le doigt sur un cas réel. Donc, je vous passe les détails des calculs, mais SNCF a en gros une intensité économique de un peu plus de 100. Le secteur transport, c'est environ 560. Et vous voyez, SNCF a fortement cru entre 2021 et 2022, est passé de 35 à 41 milliards d'euros. Donc, dans le cadre attributionnel, si on suppose leur intensité carbone économique constante, vous voyez, les émissions attribuées, donc globalement leur bilan carbone, est passé, donc c'est en bleu, de 4,4 millions de tonnes à 5,3, donc voilà, augmentation de 19%. Je ne vous refais pas tout le speech de tout à l'heure, mais ce que diraient tous les cadres actuels non conséquentialistes, c'est que bah, ils n'arriveraient pas à conclure autre chose que c'est mal pour le climat, sauf à nouveau à dire de manière arbitraire que le train est bien. Mais dans ce cas-là, c'est pas un résultat de la comptabilité carbone, et donc c'est pas élégant et satisfaisant d'un point de vue mathématique. On pourrait compter les émissions évitées, mais je pense que ça ne résoudrait pas le problème. Or, si on adopte l'approche conséquentialiste, voilà, là, je pourrais vous passer les calculs si vous le souhaitez, mais et donc si on intègre la substitution
du secteur du transport global, donc qui intègre une part plus carbonée, routier et aérienne à 560, bah, vous voyez, la situation précédente, elle est, elle, à 8 millions de tonnes. Et ça, c'est pas des émissions fictives, hein, c'est bien les émissions réelles. Voilà, qu'on s'entende bien, hein, c'est pas un calcul d'émissions évitées de moindre augmentation, c'est bien les 8 millions de tonnes, c'est bien des émissions qui ont réellement eu lieu en 2021. Mais par contre, vous voyez, on comparerait les 5,2 millions de tonnes de la SNCF en 2022, non pas à ces émissions attribuées en 2021, mais aux 8 millions de tonnes de la situation précédente. Et là, la conclusion est complètement différente. C'est que la SNCF euh, est plus qu'alignée avec l'accord de Paris. Elle a permis une baisse de 35% des émissions grâce à cette hausse de son activité. Donc, vous voyez, tout de suite, on a un cadre qui est beaucoup plus cohérent, à mon sens. Euh, voilà, donc là, disons que l'objectif, c'était pas à ce stade, tant de vous convaincre de cette approche conséquentialiste. Je pense qu'elle a beaucoup de vertus, mais plus si vous ne la connaissiez pas, de peut-être faire germer une petite graine et alimenter vos réflexions. Je pense que c'est effectivement une alternative beaucoup plus fertile, mais qui mérite beaucoup de développement, hein. Il n'y a rien qui est acté, notamment dans la modélisation de cette situation précédente. Mais je pense que c'est une voie qui répond voilà, aux critères de base et qui, en ce sens, est intéressante. Là, on mentionne d'autres alternatives. Je crois que Rémi en dira peut-être deux mots sur une qui est assez intéressante aussi, même si elle reste dans un cadre globalement attributionnel, qui est l'alternative Cumulative Benchmark Divergence. Voilà, qui en gros cette fois-ci regarde les émissions cumulées sur une période et non pas uniquement les émissions année par année, et enfin ou plutôt la valeur cible. Euh, voilà, disons à moins 30% à horizon 2030, mais on intègre bien les émissions cumulées, donc c'est aussi intéressant. Dans le secteur financier, il y a The Alignment Cookbook de l'Institut Bachelet qui est aussi intéressant. Mais là, et pour conclure, avant de passer la parole, le dernier élément sur lequel je voulais mettre le doigt, c'est le fait que si on veut faire plus satisfaisant que SBT, si on considère que les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure sont embêtants, bah, il y a un point commun à toutes ces approches, que ce soit l'approche conséquentialiste et même voilà, l'approche cumulative benchmark divergence, c'est qu'en fait, on va avoir besoin de se comparer. Et alors, je le mentionne ici parce que on est nombreux dans le milieu de la comptabilité carbone à trouver que la comparaison est un gros mot. Historiquement, on n'aime pas parler de comparaison dans la comptabilité carbone, mais en fait, si on ne veut pas se comparer, ben, on ne pourra juste pas faire mieux que dire tout le monde doit se baisser de 5% par an. Se comparer, et là vous voyez, c'est un élément clé dans l'approche conséquentialiste. On regarde si on est plus ou moins carboné que ses concurrents. Ben, en fait, c'est indispensable. Et donc, il va falloir accepter et donc être à l'aise avec le fait, à la fois d'un point de vue théorique et pratique, qu'on va avoir besoin de se comparer et que si on ne le fait pas, ben, malheureusement, on se contentera d'approches que je qualifiais tout à l'heure de bêtes et méchantes. Voilà, et donc on vous propose maintenant un retour d'expérience de Rémi et d'EDF. Et Rémi, je te laisse la parole si ça te va. Très bien, merci Guillaume. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien, ouais. Oui, Ta voix est très bien. Parfait. nette. Alors, bien, merci donc Guillaume pour cette présentation du cadre un peu théorique et puis de cette approche innovante. Pour ma part, je vais être un peu pragmatique en vous présentant un témoignage pour EDF. Donc EDF, vous savez, entreprise de production, distribution d'électricité. Et donc, nous nous sommes intéressés à SBTI depuis presque sa création, pour une raison très simple, c'est que EDF est le plus grand producteur d'électricité décarbonée au monde. Donc décarbonée au sens sans émission directe de CO2, mais donc ce statut nous met dans une position un peu particulière dans ces discussions de référentiels européens ou internationaux, puisque l'électricité dans tous les référentiels politiques est vue comme étant un moyen de permettre la décarbonation de l'économie. Et donc, en tant que plus gros producteur d'électricité décarbonée, on a une position un peu particulière. Et pour autant, on a parfois du mal à valoriser cette particularité, ce fait dans les référentiels méthodologiques qui se développent. Et donc, c'est sur ce point-là que je voulais intervenir ce matin avec trois slides. Donc, ça sera relativement court pour ma part. La première, c'est revenir au cadre réglementaire qui est aujourd'hui, finalement, pour les entreprises comme EDF, la source
d'exigences. En particulier au niveau européen, deux directives qui ont été finalisées ces dernières années. La première sur le reporting de durabilité, la CSRD, et puis la deuxième sur le devoir de vigilance, la CS3D. Et c'est notamment dans celle-ci, qui est une directive qui intègre des exigences pour les entreprises, que on voit clairement affiché le fait que toutes les entreprises européennes qui respectent un certain nombre de critères de taille sont aujourd'hui attendues pour mettre en œuvre un plan de transition qui doit leur garantir la compatibilité de leur modèle et de leur stratégie avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5. Donc ça, cette notion de d'être compatible avec une trajectoire, une ambition 1,5, maintenant on la trouve dans la réglementation européenne. Et une entreprise qui ne pourrait pas démontrer cet alignement, enfin, en tout cas cette comptabilité, serait susceptible donc d'être attaquée en justice dans le cadre de cette directive sur le devoir de vigilance. Donc, il y a un enjeu réglementaire maintenant très clair pour tous les acteurs et toutes les entreprises. Pour autant, la particularité, c'est que la Commission européenne n'a pas jugé utile de définir ce que ça signifie être aligné à 1,5 pour une entreprise en particulier. Donc, ça a créé beaucoup de discussions. Effectivement, la CS3D n'est pas encore rentrée en application, mais voilà, elle a été déjà reprise dans la CSRD, qui est une directive de reporting, mais qui a intégré finalement ou a un peu préempté ces exigences. Et donc, comme je disais, on n'a pas de définition. Dans ce cas-là, un référentiel qui est utile, c'est celui qui a été développé par Carbone 4 dans leur Net Zero initiative, que je pense vous connaissez tous, qui a dans un tableau que j'ai remis dans cette diapositive, à distinguer trois piliers pour tout acteur. Il peut réduire ses émissions de gaz à effet de serre, décarboner son écosystème, donc notamment auprès de ses clients, ou alors retirer du CO2 de l'atmosphère, c'est-à-dire finalement contribuer à des puits de carbone. Et sur ces trois piliers, on a des catégories différentes suivant qu'on agit sur notre chaîne de valeur, donc nos émissions, notre activité propre, ou en dehors de notre chaîne de valeur. Et donc, ça génère une sorte de taxonomie des actions, des leviers qui finalement permettent de contribuer à la décarbonation de la société de manière générale. Ce qui se passe, et ça a été évoqué par Guillaume déjà, c'est que euh, c'est compliqué. Il y a une certaine complexité sur les piliers, notamment B, qui est la décarbonation de l'écosystème, la notion d'émissions évitées chez nos clients, par exemple. Et donc, aujourd'hui, les textes ou les principales méthodologies, que ce soit SBTI, mais pas seulement, ça peut être aussi ACT qui a été développé par l'ADEME et puis le WBA, ça peut être également la CSRD qui rentre dans ces exigences pour les entreprises, qui vraiment, dans tous les cas, se focalise sur la réduction des émissions, certes les émissions directes et les émissions indirectes, mais c'est vraiment le premier pilier qui fait l'objet de ce qu'on appelle maintenant le plan de transition pour l'atténuation du changement climatique au sens de la CSRD ou de la CS3D. Donc, je vais me focaliser sur ce sujet-là, mais il faut garder en tête que le sujet est plus large que ça, et déjà que en se focalisant finalement sur ces réductions d'émissions, on, quelque part, on passe à côté d'une partie des actions qu'une entreprise peut faire pour contribuer à la décarbonation de la société. Donc, on va s'intéresser à ces émissions, soit directes, soit indirectes, et comment on peut juger sur ces trajectoires si une entreprise est compatible avec une ambition 1,5. On va passer à la diapositive suivante. Et c'est là que aujourd'hui, les principales approches qui ont été retenues et qui sont aujourd'hui euh, explicitement évoquées dans des textes comme la CSRD sont des approches basées sur le taux de réduction. Donc, on va, pour la simplicité de l'exercice, regarder ce qui se passe pour le secteur de la production d'électricité, où notre indicateur phare, c'est l'intensité carbone de l'électricité produite. Donc, c'est finalement les émissions associées à un indicateur d'activité qui est la production d'électricité. Donc, on exprime dans ce cas-là en grammes de CO2 par kilowattheure, ramené au scope 1.
On pourrait également travailler sur le scope 3, mais là, on va focaliser sur le scope 1. Donc, c'est notre indicateur phare, c'est comment est-ce qu'on baisse cette intensité ou comment est-ce qu'on peut aligner ou montrer que notre trajectoire sur notre intensité carbone est compatible avec une trajectoire 1.5. Et donc, comme je disais, les principales méthodologies qui ont été aujourd'hui discutées, utilisées, sont des méthodologies basées sur le taux de réduction, sachant que SBTI, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent un peu les critères et les approches développées par SBTI, mais on distingue deux approches historiquement, je dirais, qui est la contraction absolue, ACA, et Guillaume en a un peu parlé, et puis la décarbonisation sectorielle, SDA. Là où il y a déjà une ambiguïté, c'est que depuis 2021 et la mise en place du standard net zéro de SBTI, eh bien en fait, les deux approches sont quasiment identiques. C'est-à-dire que dans les deux cas, euh, la, la- dans les deux cas, les méthodes reviennent à ce que les émissions des entreprises diminuent de façon régulière d'année en année jusqu'à atteindre la même cible la même année, qui est en l'occurrence donc pour le secteur électrique zéro en 2040. Donc il y a beaucoup de secteurs qui visent plutôt zéro sur les émissions directes, notamment en 2050, mais pour le secteur électrique, dans une trajectoire 1.5, c'est 2040 qui a été retenu par SBTI et par d'autres référentiels. Et donc, c'est la subtilité, c'est que même lorsque SBTI regarde une entreprise sur ses objectifs court terme, donc ça veut dire à l'horizon 2030 ou 2035, en réalité, SBTI va appliquer une trajectoire de réduction qui vise zéro au-delà de 2035, mais en 2040. Et donc, finalement, toutes les entreprises dans cette trajectoire doivent faire le même effort de réduction entre l'année de référence et puis les années intermédiaires jusqu'à l'année cible. En gros, on prend l'année de référence, par exemple 2020, tout le monde est à 100%, toutes les entreprises du secteur, pour être alignées, doivent atteindre zéro la même année en 2040, et donc à une année donnée, 2030, eh bien, elles doivent toutes appliquer le même taux de réduction par rapport à leur année de référence. Et donc cette méthode, si on s'en réfère au document un petit peu théorique sur le sujet, c'est ce qu'on appelle le taux de contraction uniforme. Tout le monde converge vers zéro la même année et toutes les entreprises font le même pourcentage de réduction relatif pour une année donnée. Donc, l'inconvénient de cette approche, qui a la mérite de la simplicité, c'est que ça pénalise effectivement, et ça c'est également quelque chose qui est assez connu d'un point de vue théorique dans tous les documents qui traitent du sujet, ça pénalise des entreprises qui sont déjà décarbonées, puisqu'elles doivent faire, par exemple, à l'horizon 2030, entre 2020 et 2030, toutes les entreprises, selon cette approche, doivent produire au moins 70% de réduction. Et donc, une entreprise qui serait très décarbonée déjà sur l'année de référence doit néanmoins continuer de produire cet effort de réduction de 70% comme une entreprise qui serait très carbonée l'année de référence. Et ça pose un problème notamment économique, qui est que, comme vous le savez, c'est toujours les derniers mètres ou les derniers kilowattheures dans le cas du secteur de la production d'électricité qui sont les plus difficiles à décarboner. Et donc, faire cet effort d'une réduction, par exemple, de 70% par rapport à l'année de référence pour 2030, c'est un effort économique plus difficile lorsqu'on part de bas que lorsqu'on part de haut, où finalement, il y a ce qu'on appelle les low-hanging fruits, comme on dit souvent en anglais, c'est-à-dire les actions finalement qui ont une rentabilité ou une efficacité très forte pour un coût économique faible, notamment fermer les centrales charbon, ce que EDF a déjà fait dans les années 2000 en fait. Donc sur le petit graphe que vous voyez ici, c'est assez classique comme représentation, c'est-à-dire qu'on affiche l'intensité carbone en ordonnée, les années en abscisse, et vous voyez pour le secteur de l'électricité, hein, qui a entre guillemets, la chance de disposer de scénarios bien établis et relativement consensuels au niveau international, donc notamment les scénarios de l'Agence internationale de l'économie qui sont représentés ici, avec trois scénarios de référence. L'un correspond aux efforts
ou à l'évolution de l'intensité carbone au niveau mondial pour le secteur de la production électrique si on s'en tient aux déclarations actuelles. L'autre, ce qui est le scénario qu'on peut assimiler à un scénario moins de 2 degrés lorsque toutes les entreprises mettent en œuvre leurs pledges, notamment qu'ils ont. Donc, c'est les pledges net zéro ou les pledges dans le cadre de l'accord de Paris. Et puis, le troisième scénario, qui est la trajectoire la plus basse, qui correspond à l'évolution de l'intensité carbone de la production d'électricité au niveau mondial dans un scénario 1,5, c'est-à-dire qu'on arriverait à respecter donc cette ambition, ce qui signifie que le secteur de la production électrique serait quasiment complètement décarboné dès 2040. Et donc, dans ce schéma, on voit que EDF part de très bas, c'est-à-dire qu'on est déjà avec une intensité carbone basse. En 2023, on avait une intensité carbone de 37 grammes de CO2. Donc, vous voyez, par rapport à une moyenne mondiale qui est autour de 450, donc on est quasiment, on est en dessous de 10 fois la moyenne mondiale en termes d'intensité carbone. Mais pour autant, et on a une trajectoire de baisse régulière qui est affichée ici, mais pour autant, cette trajectoire, elle n'est pas reconnue comme étant en ligne avec l'accord de Paris, elle n'est pas reconnue comme étant en ligne avec l'ambition 1,5, donc elle est en contradiction avec ce que demande la Commission européenne, parce que si on s'en tient aux critères de SBTI, la seule chose qui compte, c'est le taux de réduction entre une année de référence et une année cible. A contrario, une entreprise fictive, mais qui correspond à une entreprise allemande bien connue, qui, elle, part de beaucoup plus haut grâce à une production charbonnée, en appliquant un taux de réduction donc important parce qu'elle a l'ambition de fermer notamment ses centrales charbon à l'horizon 2035, mais pour autant, sans faire d'action particulière sur son parc gaz, va arriver une intensité carbone, comme vous voyez, beaucoup plus faible à l'horizon 2035. Cette intensité carbone, cette baisse, elle est considérée comme parfaitement alignée à 1,5. Donc, cette entreprise a le tampon SBTI 1,5, alors que même en 2035, elle aura une intensité carbone qui n'est même pas considérée comme étant en ligne avec une trajectoire moins de 2 degrés dans un scénario mondial de l'IEA. Donc, on aboutit à ce paradoxe où on a une méthodologie qui ne valorise qui valorise des entreprises qui finalement partent de très haut, et notamment dans le secteur électrique, celles qui ont la chance, entre guillemets, de ne pas avoir encore fermé leur centrale charbon et qui vont pouvoir bénéficier de la fermeture de la centrale charbon pour montrer qu'elles sont en ligne avec 1,5. Donc voilà la situation un peu paradoxale dans laquelle on est. Et donc EDF, bien sûr, on est en discussion avec différents acteurs depuis quelques années pour essayer de, à minima, être reconnu comme étant en ligne avec l'accord de Paris, ce qui nous semble difficile d'accepter le contraire. Donc on va passer à la dernière slide. Et donc, il y a différentes réflexions qui sont en cours, mais pour autant, ce qu'il faut aussi voir, c'est que dans les textes européens qui sont parus, et notamment la CSRD, donc qui est sur le reporting de durabilité, eh bien, SBTI a quasiment tenu la main de la Commission européenne. Alors, au bout du compte, SBTI est relativement peu cité, est quand même cité dans le texte, dans les actes délégués de la directive, mais beaucoup moins que dans les projets que nous avons vus passer. Mais c'est complètement la méthodologie SBTI qui est retenue, c'est-à-dire que la CRCRD nous demande une année de référence, une année cible, déclarer notre taux de réduction, et avec tous ces taux de réduction de toutes les entreprises, elles vont pouvoir faire la catégorie des entreprises, celles qui ont un taux de réduction en ligne avec 1,5 et celles qui ont un taux de réduction qui n'est pas en ligne avec 1,5. Donc c'est clair, la Commission européenne est partie sur ce critère pour faire trier quelque part le bon blé du mauvais. Donc nous, on est quand même assez inquiets puisque maintenant, il s'agit d'une obligation réglementaire. Et comme je le disais, dans le cadre de la CS3D, lorsqu'elle sera mise en œuvre, ça pourra donc ouvrir la voie à des procès et des contentieux juridiques pour les entreprises qui n'ont pas le tampon 1,5. Donc, plusieurs axes de travail pour essayer de remédier à cette situation qui n'est pas acceptable pour EDF. Il y a d'abord donc un certain nombre de réflexions qui ont lieu dans le milieu plutôt financier. Donc ça, c'est ça qui est assez curieux, c'est que autant dans le milieu des entreprises, SBTI aujourd'hui a quand même un leadership qui est, pour ainsi dire, incontesté, malheureusement, entre guillemets. Euh,
Mais dans le milieu de la finance, il y a beaucoup de méthodologies alternatives qui existent et SBTI n'a pas du tout cette hégémonie qu'elle a dans le milieu des entreprises. Et donc, il y a eu un certain nombre de réflexions méthodologiques universitaires qui ont été faites, notamment par la TCFD, donc vous connaissez peut-être, qui est la Task Force for the Climate Financial Disclosure. Il y a également le GFANS, qui est une association de financiers qui est née de la COP Glasgow, la COP 26, et donc qui a émis un certain nombre de recommandations et qui a très bien identifié qu'il y a plusieurs méthodes, les méthodes basées sur un taux de réduction, les méthodes basées plutôt sur des budgets carbone ou d'autres méthodes, et qui plutôt met en avance justement d'autres méthodes, et notamment celles basées sur ce qu'on appelle les budgets carbone, ce qu'on appelle dans la terminologie un petit peu académique, les méthodes de type Fair Share Carbon Budget, FSCB. Donc le Fair Share Carbon Budget, c'est une approche qui consiste à dire que ce qui est important finalement, c'est non pas ce taux de réduction, c'est plutôt de respecter les budgets carbone qui sont ceux finalement énoncés par le GIEC, qui nous dit, ben voilà, pour arriver à respecter l'ambition à 1,5, on dispose de tel budget carbone, on peut éventuellement répartir ce budget carbone entre secteurs d'activité. Donc, ça a été fait notamment pour le secteur électrique. Donc, on sait que pour le secteur électrique, si on veut y arriver, dans les scénarios, par exemple, 1,5 du GIEC ou de l'AIE, le secteur électrique dispose de tel budget. Et après, la méthode Fair Share Carbon Budget correspond tout simplement à dire, bon, bah donc, on va répartir ce budget par électricien en fonction tout simplement de son volume de production électrique. Et donc, cette approche, c'est ce que est repris par différents financiers ou agences de notation. Donc, Guillaume a notamment cité effectivement le Cumulative Benchmark Divergence, qui est développé par un groupe d'institutions, d'investisseurs institutionnels sur le changement climatique, mais c'est également ce qu'utilise MSCI ou d'autres agences de notation, donc qui regardent tout simplement si la trajectoire de réduction de l'intensité carbone d'une entreprise se situe dessous cette référence sectorielle ou au-dessus, évalue la surface finalement d'écart dans un cas comme de l'autre et va dire si l'entreprise finalement va être plutôt va consommer moins que son budget théorique ou plutôt plus que son budget théorique. Donc ça, bien sûr, c'est une approche qui aura tendance à avantager EDF, là où ce n'est pas aujourd'hui accepté par l'administration ou par nos différentes parties prenantes, c'est que ça veut dire potentiellement pour EDF qui partirait de très très bas, on pourrait presque imaginer qu'on pourrait augmenter par 5 notre intensité carbone, on serait encore sous cette référence sectorielle. Et donc ça, c'est pas acceptable quelque part, intellectuellement, une méthode qui permette à une entreprise d'augmenter ses émissions ou son intensité carbone. Donc c'est là où il faut potentiellement quand même mettre des garde-fous. Parce que comme on part de très bas, nous, tout ce que notre trajectoire, simplement, elle a une réduction tranquille vers le net zéro, c'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas d'augmenter notre intensité carbone, bien entendu. Et donc, comme je disais, ça veut dire quand même que c'est des méthodes qui ne sont pas si simples, néanmoins, euh, par rapport à des approches taux de réduction plus simples à expliquer potentiellement. Et je terminerai par ce qui bouge maintenant au niveau de SBTI, qui lui-même a reconnu que son approche actuelle, basée uniquement sur un taux de réduction par rapport à une année de référence, posait problème et a lancé la révision de ces méthodologies et notamment de la méthodologie pour le secteur électrique. Pourquoi il y a urgence pour SBTI de faire ça? C'est que, comme vous le savez sans doute, à chaque tous les 5 ans, les entreprises sont censées remettre sur la table leur certification avec une nouvelle année de référence. Et donc, ça veut dire que les entreprises qui ont été certifiées parce qu'elles avaient des émissions très élevées sur l'année de référence considérée, 5 ans après, si elles ont fait des efforts importants, elles n'auront plus cette année de référence très haute et donc vont se retrouver dans la même situation qu'EDF avec l'impossibilité de maintenir leur trajectoire labellisée 1,5 alors que de leur point de vue, rien n'a changé. Elles sont toujours sur une baisse et la même cible. Simplement, elles ne bénéficient plus d'une année de référence très haute qui leur permettait d'être labellisées 1,5 par SBTI. Et donc, il y a cette révision qui est en cours, qui devrait aboutir fin 2025 pour la COP 2030 au Brésil et qui sera accompagnée d'un groupe d'experts, entre guillemets,
non SBTI indépendant d'une vingtaine de personnes dans lequel il y a un certain nombre d'entreprises, et donc dont EDF et dont moi-même, qui a été retenu pour essayer de contribuer à la réflexion. Voilà, donc c'est à suivre, mais ce qui est intéressant, c'est que SBTI, qui a beaucoup influencé finalement, y compris la méthodologie aujourd'hui au niveau européen, est le reconnaît aujourd'hui que sa méthode a des lacunes importantes et qu'il y a urgence à modifier cette approche sous peine que les bons élèves qui auront fait les efforts de réduction entre leur première certification et puis la prochaine certification perdent finalement leur labellisation 1.5. Et sur ce, je laisse la parole et éventuellement, bien sûr, à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup, Rémi. Et en effet, Tiffen, on te laisse présenter tes slides. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et merci Guillaume et à la PCC d'avoir proposé d'intervenir dans ce webinaire. Alors, je vais essayer d'aller vite pour peut-être laisser un peu de temps aussi pour répondre à quelques questions dans le chat. Alors, donc moi, c'est Tiffaine Gauthier. Donc, je suis doctorante en économie et je travaille sur la comptabilité écologique. Donc, je suis doctorante à l'Université de Toulouse. Et je travaille sous la direction de Géraldine Proget et d'Alexandre Rambaud sur l'intégration des politiques climatiques dans la comptabilité des organisations notamment, comme levier d'écologisation potentiellement de l'économie. Donc là, l'objectif, c'est pas forcément de vous présenter l'ensemble de mes travaux de thèse. Donc là, je commencer à vous mettre les différentes parties que je suis en train de rédiger de ma thèse. Mais si ça vous intéresse, j'ai participé l'année dernière au concours de ma thèse en 180 secondes, donc vous pourrez la retrouver en 3 minutes là-dessus. Donc Colin, si tu veux bien, Guillaume, pardon, si tu veux bien passer les slides. Euh, effectivement, donc on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, à la fois dans les présentations de Guillaume et Rémi. Donc l'objectif aujourd'hui, que ce soit dans le cadre des référentiels de normes ou au travers des objectifs qu'on cherche à fixer, l'objectif, c'est de fixer des objectifs de décarbonation en accord calés sur les accords de Paris. Donc, je veux bien que tu passes la slide, s'il te plaît. Et donc, déjà, qu'est-ce que ça veut dire de se fixer des objectifs basés sur les accords de Paris, puisque, en fait, on a, donc, comme vous le savez, un objectif qui est fixé à une limitation bien en dessous de 2 degrés, si possible à 1,5 degré, qui est en fait un compromis politique basé sur des connaissances scientifiques. Le fait de limiter même le réchauffement climatique à 2 degrés, c'est quelque chose que l'on admet, qui est un compromis pour permettre une continuité socio-économique, voilà, que ce soit pas problématique, de permettre une transition, mais qui n'est pas basée uniquement sur des connaissances scientifiques, qui est basé, qui a été pris évidemment sur la base des rapports du GIEC, qui donnent des informations sur l'état du climat et sur les évolutions, mais voilà. Bref, tu peux passer la slide s'il te plaît. Puisque, et donc, cet objectif de 2 degrés, en l'état, il est régulièrement traduit par la notion de budget carbone mondial, qui est donc en fait le seul budget carbone qui est véritablement scientifique, puisque c'est celui où on sait, avec un taux d'incertitude à chaque fois, que on a dépensé, consumé déjà une partie de notre budget carbone, et que ici en orange, il nous reste le budget carbone restant pour rester sous la barre des 2 degrés ou jusqu'à 1,5 degré. Et donc, au-delà de cette information-là, toute tentative de répartition, qu'elle soit attributionnelle ou conséquentialiste d'ailleurs, elle est forcément aussi politique. Donc, si tu veux bien passer la slide suivante. Donc, on va avoir différents types d'approches de répartition de ce budget carbone déjà au niveau global. On va retrouver des approches qui peuvent être par négociation politique. Donc ça, c'est ce qui découle directement finalement des accords de Paris, avec notamment les contributions déterminées au niveau national, donc qui sont les contributions qui sont déposées par les États, notamment en France par l'Union européenne, et la stratégie nationale bas carbone, qui est une traduction de cette
contributions déterminées au niveau national qui sont déposées. Donc, j'y reviendrai. Et on a aussi, donc on en a déjà parlé, les méthodes par modélisation, notamment les plus connues, qui sont celles de l'IEA et du GIEC. Et donc, vous voyez ici, par exemple, un exemple qui sont tirés des modélisations du GIEC, où on va avoir, comme le disait Guillaume tout à l'heure, effectivement, des critères donc, socio-techniques qui sont intégrés dans ces modélisations. Donc, on va prendre, par exemple, le niveau de PIB, la population, les politiques climatiques qui sont mises en œuvre, le système énergétique en place, donc par exemple en France, EDF en l'occurrence, et avec ces différentes variables qu'on intègre dans notre système, donc avec des hypothèses de croissance potentielle. Donc par exemple, les hypothèses de l'IEA se basent sur certaines hypothèses de croissance, celles du GIEC également, et ça va nous permettre de déterminer un ensemble de variables économiques, donc quelle influence par exemple ça peut avoir sur la demande, les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre issus de ces différents scénarios, etc. Donc, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Et les visions dans la littérature, on retrouve aussi différents types de visions des répartitions qu'on pourra avoir. Donc, les trois, je ne vais pas m'étendre, pour ne pas avoir trop le temps, mais en gros, on retrouve à la fois des méthodes égalitaristes, donc en gros, tout le monde devrait avoir la même part de budget carbone, des méthodes qui reposeraient plutôt sur des visions en grandfathering, donc c'est-à-dire en fait que les États qui ont des émissions plus importantes auraient des parts de budget carbone plus importantes, et donc ça permet de prendre en compte les émissions actuelles, les systèmes dans lesquels sont déjà économiques, dans lesquels sont déjà inclus les États. Donc, typiquement, par exemple, des États qui ont déjà des fortes émissions auraient des budgets carbone plus importants parce qu'on considère qu'il y aurait des blocages sociotechniques derrière. Ça veut dire aussi qu'on est sur des méthodes qui favorisent énormément les pays du Nord par rapport au Sud et donc avec des inégalités qui sont très importantes. Et donc, on a d'autres types de méthodes, par exemple celle des ajustements historiques, qui vont combiner les deux méthodes de répartition précédentes pour avoir quelque chose qui à la fois prend en compte les responsabilités, mais aussi quelques forces sur les inégalités. Alors, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Et donc, sauf qu'aujourd'hui, ce qui est en place, en tout cas au niveau des contributions déterminées au niveau national, c'est des engagements qui sont établis par les États. Donc, il n'y a pas de réflexion sur le partage équitable ou non du budget carbone. C'est les États qui s'engagent eux-mêmes en faisant des propositions. Même s'il y a bien sûr une reconnaissance aussi dans les accords de Paris d'une responsabilité historique des pays du Nord sur le réchauffement climatique, avec la nécessité d'aider financièrement, par exemple, les États du Sud, ou de se fixer des objectifs plus ambitieux en matière de réduction des gaz à effet de serre. Et en Europe, par exemple, c'est des réductions de 55% d'ici 2030 qui sont proposées sur les NDC. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Donc, ces NDC, elles sont intéressantes, même si elles n'ont pas une répartition directe du budget carbone, parce que ça a permis, comme on peut le voir sur ce graphique, d'avoir de plus en plus de pledge net zéro qui sont proposés par les États. Donc, on voit qu'en 2021, on a plus de 40 États qui ont inclus dans leurs documents de politique publique des objectifs net zéro à l'horizon, à différents horizons, et même certains, ce qui n'était pas du tout le cas en 2015, qui se retrouvent directement dans la loi. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant. Si tu peux passer à la slide suivante, même si c'est extrêmement insuffisant, parce que comme on le voit sur ce graphique, à l'heure actuelle, les propositions qui sont déposées à l'ONU, elles permettraient de réduire de 2% nos émissions en 2030, là où on aurait besoin de les réduire pour un objectif à 1,5 à 2,43% d'ici 2030 et pour un objectif à 2 degrés de 21% d'ici 2030. Donc on est quand même très loin du compte. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Donc, on se retrouve avec donc déjà ces objectifs-là qui sont actuellement problématiques, même si on a des avancées significatives grâce aux négociations internationales. Et donc, on va avoir des déclinaisons
par État qui reposent principalement sur des principes de négociation ou sur des principes de modélisation comme ceux de l'IEA ou du GIEC, mais donc qui ne prennent pas en compte ces objectifs négociés et ces éventuelles problématiques de partage de la responsabilité. Et donc, on va se retrouver aussi avec, par exemple, des budgets sectoriels en France, mais une répartition sur les organisations qui est inexistante, même si le secrétariat général à la planification écologique estime que 50% des efforts devraient reposer sur les entreprises. Je veux bien que tu passes la slide suivante. Et donc, ces efforts sur les entreprises, donc, les entreprises, elles sont impactées de différentes manières. Elles peuvent être impactées par des mesures qui peuvent être structurelles, donc par exemple par des investissements dans des infrastructures, de la réglementation, par des mesures incitatives, sur des subventions, sur de la fiscalité, sur des mesures économiques comme la taxe carbone. Et c'est ce qui va nous intéresser sur aussi des mesures de redevabilité. Donc, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Et donc aujourd'hui, en France notamment par exemple, il n'existe pas, je ne vous apprends rien, d'objectifs déclinés par l'État, entreprise par entreprise. Dans les normes d'obligation, donc la seule évolution qu'il y a aujourd'hui, c'est celle de la CSRD, donc sur les ESRS E1, avec l'obligation d'établir des plans de transition et où la norme propose soit de s'aligner sur des objectifs par modélisation, justement, donc de One Earth Climate Model ou des modélisations de l'IEA via SBTI notamment, et via la méthode SDA dont on parlait Guillaume et Rémy, ou des référentiels sectoriels alignés sur 1.5. Donc, c'est ce qui est explicité. Et donc, en fait, ici, on n'a pas l'obligation ni de s'aligner sur la stratégie des États, ni des objectifs qui sont complètement contraignants, puisque c'est une obligation d'établir des plans de transition, mais pas forcément de respecter le plan de transition. Il n'y a pas de sanctions liées au non-respect de son plan de transition dans la CSRD. Donc, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Euh, et le deuxième point de redevabilité, quelque part, qu'on peut trouver en France, c'est l'expérience qui est faite avec les 50 sites industriels les plus polluants, où là, en revanche, l'État a négocié avec les 56 industriels les plus polluants pour négocier des contrats de transition. Donc, dans ces contrats de transition, on a à la fois des objectifs qui ont été négociés sur ces sites-là pour réduire drastiquement les émissions, donc en cohérence avec les politiques publiques qui sont censées être menées sur le sujet, et aussi des engagements de l'État à financer, à aider au financement en tout cas de la transition de ces structures. Là, donc, on a des objectifs qui sont plus en accord déjà avec les stratégies des États, mais qui sont aussi non contraignants, puisqu'on voit que la réalisation des objectifs de décarbonation est soumise aux conditions de succès économique, commercial et industriel nécessaires pour la mise en œuvre de projets de décarbonation. Donc, on n'est quand même pas non plus sur quelque chose qui est complètement sur une redevabilité totale. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Tu peux passer encore à la suivante, peut-être qu'il doit y avoir Ouais, voilà. Et donc, nous, on s'est posé la question aussi dans le cadre de la thèse que je mène, puisqu'on a travaillé en grande partie avec des structures qui étaient plutôt des structures qui travaillaient dans la décarbonation, notamment avec une structure d'autopartage, où on s'est posé la question de la fixation d'objectifs pour ce type de structure. Et donc, comme ça a déjà été évoqué par Guillaume et Rémi, donc les entreprises qui participent à la décarbonation ont du mal à se fixer des objectifs. Et donc, on a essayé justement de réfléchir à ça en ayant aussi en tête un alignement qui soit cohérent avec les politiques publiques et d'autres acteurs sur le sujet, puisque le fait de décarboner les transports est très dépendant des infrastructures et des entreprises qui sont déjà en place. Donc notamment sur, par exemple, le développement de la SNCF dont on a parlé, ou l'électrification, effectivement, qui soit décarbonée à côté de ça, et avoir des transports en commun importants. Et donc, par exemple, on a pris sur l'autopartage, on a essayé de réaliser des objectifs qui sont à la fois
des objectifs d'opérationnalisation du service et également en prenant en compte des hypothèses d'électrification du parc de voitures dessus. Et donc, ce qui nous permet d'avoir des objectifs qui, certes, au départ, donc, sont plus importants puisque l'autopartage permet, dans tous les cas, de réduire des émissions jusqu'à un certain point avant de réduire par l'électrification du parc. Bref, mais on pourra y revenir si jamais vous avez des questions. Je veux bien que tu passes la slide. Euh, l'approche par les politiques publiques, elle est intéressante parce qu'elle permet de réfléchir aussi justement sur ce volet systémique, puisque techniquement, on va avoir des objectifs qui prennent en compte aussi l'ensemble des secteurs économiques, mais aussi les responsabilités historiques des États mais qui repose aussi sur des méthodes d'attribution des responsabilités pour le moment et qui manquent de processus démocratique au niveau à la fois sectoriel et aussi des entreprises et sans mesure de la redevabilité ni des objectifs et des moyens. Et ça, c'est ce qu'on observe et dans la littérature et dans les terrains que j'ai pu observer dans le cadre de ma thèse. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Donc ça, c'est ce que on disait tout à l'heure. Donc effectivement, que les niveaux d'impact écologique peuvent être calculés que relativement aussi aux prises de responsabilité et aux actions des autres acteurs et avec des interdépendances dans les écosystèmes. On n'a pas forcément, ça sert à rien de développer par exemple un service d'autopartage si on n'a pas en place des relais et de la possibilité d'avoir des places et donc des discussions, etc. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Et au-delà de la fixation d'objectifs, donc il y a un enjeu aussi sur la mise en œuvre des plans d'action, puisque selon un rapport qui a été publié par le Transition Pathway Initiative, il n'y a que 1% des entreprises qui ont aligné leurs dépenses futures sur leurs objectifs de décarbonation. Donc même si on se pose la question des objectifs, on a aussi besoin de se poser la question du mode de financement et donc de chiffrer vraiment des plans d'action qui sont posés sur des objectifs cohérents. Et donc inclure aussi des meilleures redevabilités en intégrant, pourquoi pas, ces coûts de décarbonation dans la comptabilité comme une dette là-dessus. Et donc je veux bien que tu passes à la slide suivante. Et c'est notamment ce qu'on travaille dans le cadre de la chaire de comptabilité écologique et que je travaille aussi dans mes travaux. Donc la chaire qui développe de nombreux travaux de recherche pour questionner et repenser les normes comptables notamment, et qui développe sur 3 niveaux différents, qui est celui des organisations, des écosystèmes et sur le niveau de la comptabilité nationale, avec pour objectif à la fois de critiquer les normes actuelles, mais aussi de développer un travail avec des cadres conceptuels adaptés pour la protection de l'environnement, et notamment sur les questions climat que je travaille. Et voilà, et j'ai essayé de faire rapide, mais je suis désolée, j'espère qu'il reste un tout petit peu de temps pour les échanges. Yes, bah, merci beaucoup Tiffany et Rémi pour vos retours. Clara, je ne sais pas comment on procède. Si donc il reste 5 minutes, est-ce qu'on prend quelques questions au choix dans le chat ou Oui, on a répondu à certaines d'entre elles? ouais, vous pouvez piocher dans dans l'onglet Q&R. Il y a pas mal de questions. Donc voilà, vous pouvez y répondre à deux, trois à l'oral et puis ensuite je clôturerai le webinaire. Ça marche. Je vous laisse choisir celles qui vous semblent voilà, les plus pertinentes, celles où vous pouvez répondre à l'oral facilement. Ouais. Bah, moi, je peux en prendre. J'ai répondu à certaines d'entre elles sur le approche conséquentialiste. Il y en avait, je peux en prendre une ou deux en plus que je trouvais enfin, toutes sont intéressantes. Mais si je reviens, il y avait une personne qui demandait, dans l'exemple que je montrais sur les entreprises là, qui vendent des steaks et des carottes, pourquoi celles qui vendent des steaks ne seraient pas alignées? Ici, vous voyez effectivement. En fait, la raison, c'est qu'on a attribué le substitut à l'entreprise qui vend des carottes. Et donc, de fait, elle, elle se retrouve avec une évolution stable, vu que son intensité économique n'a pas évolué. Simplement, elle a eu des produits remplacés. Mais en fait, voilà, on pourrait imaginer tout un tas de manières de répartir ce substitut, donc qui est la partie bleu foncé là, entre les deux entreprises, donc sur leur année N-1, la situation précédente. Et là, il y avait aussi d'autres personnes qui disaient comment s'assurer qu'il n'y a pas une double attribution, etc. C'est très juste. En fait, il faudrait définir des règles d'attribution a priori et dire, voilà, ce substitut, c'est 100%, comme dans cet exemple, entreprise qui vend des carottes, auquel cas, ça crée
ce décalage, ce déséquilibre, ou alors c'est 50-50, où on pourrait avoir d'autres clés d'allocation. Mais effectivement, ce serait à régler au niveau macro. Et une autre remarque qui avait été faite sur cette approche, et que je trouve aussi intéressante, c'est le fait que bah, une entreprise qui veut se projeter avec de tels objectifs, elle devrait bah, pouvoir anticiper la substitution de ses produits. Enfin, le fait qu'elle va substituer d'autres produits plus carbonés, mais ça, on peut pas le prédire à l'avance. En fait, là, vous voyez, ce calcul conséquentialiste, il se fait rétrospectivement. C'est après coup que, en regardant les statistiques macroéconomiques, microéconomiques par secteur d'activité, qu'on arrive à voir bah, quels ont été les jeux de vases communicants. Mais effectivement, à l'avance, quand on projette sa trajectoire, on peut pas le savoir. Donc voilà, là, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire, mais il faut dans une certaine mesure essayer de bah, pousser enfin, dans son activité le fait qu'on va se substituer à d'autres choses qui sont plus carbonées et éviter des techniques de vente d'empilement où en fait ce qu'on vend, bah, même si c'est bas carbone, bah, c'est juste quelque chose qui va se rajouter à un autre, à un reste de consommation. Et ouais, Tiffany et Rémi, je sais pas si vous avez des questions auxquelles vous voulez répondre. Guillaume, moi Oui, j'ai une question à te poser, c'est quelle est la différence avec la notion d'émission évitée de oui. l'approche que tu présentes? Ben, en effet, alors c'est assez proche hein, parce que comme on le voyait, hop, si je reviens ici, euh, les émissions évitées, c'est un cadre conséquentiel, simplement c'est une autre métrique. Et alors je pense que schématiquement, vous voyez en fait, ben, ce bloc bleu, là, le bleu foncé, ça c'est les émissions évitées. Alors d'une certaine manière, sachant que les émissions évitées, ben, justement, elles peuvent se calculer par rapport à une situation précédente, elles peuvent se calculer de manière plus prospective, de moindre augmentation, mais en fait c'est ça. Mais simplement, bah, c'est de dire les émissions évitées, on va les ajouter enfin, ce bloc substitué à l'année précédente. Mais en fait, c'est globalement cet élément. Euh, et donc, vous voyez, parce que souvent on dit il ne faut pas retrancher les émissions évitées aux émissions attribuées, ce qui en fait n'a déjà pas de sens de base, vu que les émissions évitées, c'est déjà un calcul différentiel. Donc, on ne va pas refaire une différence. Mais en fait, c'est en ça que c'est assez proche, hein, les deux. Mais c'est simplement de fusionner les deux pour avoir plus qu'un seul pilier, qui est celui-ci. Et schématiquement, c'est grosso modo ce bloc bleu qui correspond à la substitution, qui est les émissions évitées. Mais le fait qu'on le rajoute, bah, en fait, ça permet à la situation présente, ça permet ensuite d'avoir effectivement un calcul différentiel et de voir si, bah là, en l'occurrence, c'est moins 33%, de les comparer à l'objectif de 5% de départ. Alors que si on a deux métriques, donc si on enlève ce bloc bleu et qu'on est juste dans cette logique ici, là, on ne les voit pas, les émissions évitées. Vous voyez, justement, on en conclut ici qu'elles ont augmenté de 100%. Enfin, ou alors on pourrait même communiquer dessus, on pourrait dire vous voyez, le bloc bleu, Hmm, c'est X tonnes de CO2. Mais en fait, oui, c'est plus une question de comment on agence les blocs, euh, mais d'accord. plutôt d'avoir une seule. Et donc ma compréhension, c'est que conceptuellement, tu as complètement raison et les émissions évitées, c'est très important dans ce que peut faire une entreprise pour finalement contribuer à la décarbonation globale de l'économie. La difficulté est la quantification de façon standardisée de ces émissions évitées. Et c'est là où Oui, le bas blesse. c'est là où le bas blesse et c'est là où les standards, voilà, les référentiels qui se développent du PIB, Carbon 4, etc., ou d'autres sont très intéressants. Mais voilà, là où on diverge et où je pense qu'il faudrait justement converger à une approche, c'est sur la manière de ensuite piloter ça. Il y avait une personne qui disait effectivement qu'on ne va pas forcément piloter à la hausse les émissions évitées. Bon, ça, je ne sais pas, il me semble avoir vu bah, voilà, que certaines personnes qui défendent les émissions évitées le proposaient, mais on se rend compte que ça bloque avec la baisse des émissions induites. On peut communiquer dessus, mais en fait, le shift à faire, on le voit, il est pas très grand. C'est simplement de dire, plutôt que d'avoir deux métriques, bah, en fait, réagençons les blocs de telle sorte à ce qu'on ait un édifice qui, au global, devienne cohérent et permette de répondre à la question de départ, à savoir est-ce qu'on est dans les clous des 5% de baisse par an, 5 ou plus ou moins. Là aussi, il y avait des personnes qui réagissaient là-dessus, peu importe la valeur finalement. Et oui, voilà, là aussi, il y avait des remarques sur la difficulté à modéliser, à se mettre d'accord. Complètement d'accord. Là, c'est un exemple très simplifié, voire simpliste. J'ai fait une tentative de généralisation, mais ça appellerait plein de réflexions et c'est aussi ce que j'ai essayé de pousser et enfin, de thèse un peu dans la lignée de ce qu'a fait Tiffen, mais de construire un modèle qui soit satisfaisant pour réussir à modéliser
cette situation présente. Donc ça rejoint ce que tu disais, Rémi, sur le comment standardiser les émissions évitées. Parce que c'est effectivement, si on les intègre dans l'objectif de base, enfin, intègre voilà, de cette manière, bah, ça devient un enjeu clé de savoir comment on les modélise de manière robuste pour pas que effectivement euh, ça entraîne ça crée des problèmes. Et là aussi, pareil, une personne disait, enfin, on pointait le doigt sur le fait que ça pourrait permettre à certaines entreprises enfin, carbonées ou plus carbonées, ça pourrait justifier un moindre effort pour le climat. C'est pas vraiment ça, hein, parce que là, comme on le disait, ces émissions évitées, enfin, ce bloc-là de substitution, c'est bien une substitution réelle, alors qui est issue d'une modélisation, mais qui est modélisation qui se base sur les données réelles constatées en N-1. Après, il y a des règles d'allocation, etc. Mais c'est bien une substitution réelle. Et là, on n'est pas trop rentré dans le détail, mais s'il y a un empilement, donc si une entreprise, même moyennement carbonée ou relativement bas carbonée, a plus vendu, mais on constate statistiquement que ça ne s'est pas substitué à d'autres produits, bah, voilà, il n'y a pas ces émissions à éviter, ce bloc bleu. Là, le bloc bleu, vous voyez, c'est uniquement le TS et TE, enfin la partie liée à la substitution. Substitution réelle. Bon, ça mériterait, je pense, beaucoup plus de discussion et de réflexion, hein, mais on espère que ça vous a déjà donné un bon premier aperçu. Et je vois qu'il est 34, donc je ne sais pas si on Oui, on va pouvoir clôture. conclure. Ouais, merci beaucoup, Guillaume. Euh, je vais reprendre très rapidement le partage d'écran de mon côté. Euh, mais voilà, merci beaucoup en tout cas pour ce sujet et pour ouais, ce sujet a suscité pas mal de réactions et de questions. Voilà, pour celles et ceux qui n'auraient pas obtenu de réponse, vous inquiétez pas, on va essayer de revenir vers vous rapidement avec les réponses aux questions et puis vous pourrez toujours donc contacter les intervenants a posteriori. Donc merci pour votre participation. Vous étiez plus de 200 à participer à ce webinaire en live, donc c'est génial pour la reprise des webconf pour cette rentrée. Donc le replay sera disponible normalement dès cet après-midi sur le site de la PCC. Vous recevrez un mail aussi avec le lien vers le support de présentation. Et n'hésitez pas à aller jeter un œil à toutes les webconf, tous les replays des webconf qu'on a déjà réalisés. Il y en a donc 80. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur le site. Si vous êtes un bureau d'études, que vous réalisez des prestations de conseil sur les thématiques, par exemple, d'adaptation au changement climatique, plan climat, stratégie carbone, etc., ou donc de mobilité, n'hésitez pas à aller parcourir notre rapport d'activité pour mieux connaître l'asso et puis découvrir les projets qui sont en cours. Euh, et puis, bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez adhérer en tant que voilà, cabinet de conseil, bureau d'études, si vous souhaitez participer notamment à nos groupes de travail ou réaliser une webconf comme celle qui a été faite aujourd'hui. Euh, et enfin, si vous êtes plutôt de l'autre côté et que vous cherchez plutôt un prestataire, je vous invite à regarder notre annuaire des membres qui regroupe donc tous les membres APCC. Donc, vous pouvez faire des petites recherches avec des filtres. Donc, Samy est présent dans cet annuaire. Et donc, avant de conclure, je souhaite remercier nos partenaires qui sont l'ADEME, donc qui soutient ce webinaire, et puis Actu Environnement et The Good. Donc, merci à eux. Et pour finir, une petite enquête de satisfaction va s'ouvrir quand vous quitterez ce webinaire. Donc, je vous demanderai juste d'y répondre. Ça prend 3 minutes. Ça nous permet, nous, voilà, d'améliorer ce qu'on propose. Et puis, c'est super important pour les intervenants pour qu'ils aient vos retours, puisqu'on ne peut pas vous parler en direct. Donc, voilà, merci beaucoup de prendre ce temps-là. Et donc, on en a terminé. Encore une fois, merci Guillaume, Tiffaine, Rémi. Pour info, le prochain webinaire de la PCC aura lieu le 26 novembre. Le sujet est le suivant: concevoir le bilan carbone comme un outil de pilotage d'entreprise, la comptabilité carbone analytique. Donc voilà, les inscriptions seront ouvertes dès le début de la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous inscrire si elles vous intéressent. Merci encore à toutes et à tous. Et puis je vous dis à très bientôt dans une webconf de la PCC.